Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Yes, ça va bien, Philippe? Ça va bien. Petite revue expresso de l'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers jours? Là, je te lance une balle courbe, mais Olivier Primo qui décide de fermer ses pizzerias après une série d'incendies criminels. C'est quand même bizarre. C'est ça qui est arrivé quand même. Oui, je sais. Finalement, il s'en va. Singulier personnage. Ça va directement chez le syndic de faillite. Alors, c'est carrément une faillite. Ah là. Ouais, il y a plusieurs entreprises. Là. Il n'est pas à la rue. Non, il n'est pas à la rue. Il n'est pas à la rue, mais ça fait 4-5 projets qui marchent moins bien. Écoute, les entrepreneurs en série, comme on les appelle, ont tendance à faire des faillites Effectivement. Autre émission, là, je vois avec une petite rafale là, de choses que moi a retenu mon attention, mais Nordvolt qui essaie de négocier ses taxes municipales. Il devrait essayer de négocier ses taxes municipales. Aïe. C'est paye tes taxes. En fait, c'est l'État québécois qui va payer ses taxes. Paye tes taxes. Tout le monde essaie de négocier ses taxes municipales. Non. Paye tes taxes. Au moins. Okay. Garde-toi un petit gêne, Nordvolt, s'il vous plaît, avec notre argent. C'est de l'acharnement. Autre chose, Daniel Langlois. Oui. Assassiné. Triste affaire. Triste affaire. Je peux pas dire que je le connaissais personnellement, Phil, mais c'est drôle. Puis, tu sais, pour en avoir parlé avec quelques amis et collègues autour de moi, c'est comme, j'ai l'impression que tout le monde avait comme un rapport avec ce monsieur-là, tu sais, que ça soit dans le milieu de la création numérique, puis des effets spéciaux. Bon, ça fait très longtemps avec Softimage, puis la vente, mais après ça, l'excentrisme, puis après ça, sa fondation, puis après ça, toutes ces implications, tu sais, vraiment au Québec dans l'espèce de renouveau. Puis là, bon, depuis quelques années, clairement, il avait trouvé comme une nouvelle vocation dans le Sud. Mais bref, c'est comme une... Puis, tu sais, que je trouve ça capotant, tu sais, de finir ta vie, tu sais, comme ça, là, c'est quand même terriblement absurde. Triste. Moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer exactement en 1990. J'ai cherché la date depuis quelques jours. C'était avant. Tout ça. Ouais. Ben oui, en fait, il a vendu sa compagnie en 94. Mais en 90, il était quand même sur une montée extraordinaire. Puis, tu sais, moi, j'ai parti ma première business en 98. Puis, honnêtement, ça a été un élément déclencheur, cette rencontre-là. Je savais déjà que je pouvais pas avoir de boss dans la vie, mais de m'en aller à cette époque-là en technologie... C'est bien avant qu'ils vendent, là, tu sais. Je suis un peu ton boss, moi, dans le fond. C'est correct, ça. Aujourd'hui, je le comprends bien, mais en tout cas, extraordinaire, tu sais, ce qu'il a créé. Terriblement triste, comment tout ça s'est arrêté. Absolument. Mais bon. C'est la vie, hein? Sinon, sur une note plus tout aussi négative, Radio-Canada qui a annoncé ces derniers jours là, qu'il mettait toute une trolley de monde à la porte. On parle de 800 postes, en fait 200 postes qui étaient affichés, qui vont juste être désaffichés, puis 600 personnes qui sont effectivement à l'emploi, là, qui vont perdre leur job. À peu près moitié-moitié côté francophone et anglophone. J'en ai parlé souvent là, avec Mario Dumont cette semaine, Philippe, mais honnêtement, moi, je comprends pas vraiment là, d'où ça vient tout ça. Madame Tate, la directrice générale, répète à qui veut bien l'entendre qu'il faut faire une coupure de 125 millions de dollars dans le budget, mais ça correspond à rien. Je veux dire, c'est pas le gouvernement Trudeau qui a demandé ça. Elle évoque des baisses publicitaires, mais je veux dire, je peux pas croire qu'ils ont perdu 100 millions de ventes publicitaires dans les derniers 6 mois. Là, tu comprends? Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'en ai parlé. As-tu vu les états financiers? C'est ridicule. Tu sais, sur un budget de 1,2 milliard, là, c'est 1,28. Non. Qui est donné par le gouvernement. Mais sans les revenus. Sans les revenus. Mais qui lui aurait donné. Ouais. Après ça, quand tu regardes
la décroissance en ce moment de la publicité, des commandites, d'émissions, etc., provient nettement du reste du Canada. C'est pas ce qui se passe au Québec, mais on fait des coupures 50-50. Alors, les gens ont raison d'être fâchés. Par contre, comme j'ai dit... Tu veux dire, toi, sur l'aspect français-anglais, oui, non, ça fait... okay, non, mais c'est parce moi, que... je regarde ça froidement, business-wise. Là. Non, mais business-wise, mais admettons que ton marché... T'as le point en l'air plus haut que moi, écoute, Philippe Richard-Bertrand. Admettons que ton marché... Ce que les chiffres nous donnent, c'est que le marché publicitaire au Québec, oui, est en décroissance, mais beaucoup moins... Il résiste. Beaucoup moins que dans le reste du Canada. Pourquoi couper à 50-50? C'est une décision éditoriale. Puis je pense que, tu sais, moi, j'ai une petite théorie quand même, Philippe. Je veux bien qu'on soit triste, là, et c'est effectivement le cas de l'être, mais en même temps, le timing est intéressant avec l'annonce de Google, le 100 millions, le ministre Lacombe au Québec qui a dit qu'il fallait pas que Radio-Canada en aille, puis des pressions qui étaient faites sur la ministre Saint-Onge à Ottawa, puis finalement, Radio-Canada a pas d'argent, on coupe des journalistes. Fait que le 100 millions de Google, il va aller où, tu penses? Fait que, pour moi, il y a une petite game d'apparence, là, puis quelques jours après que TVA a annoncé 547 licenciements. Mais moi, je pense que c'est le temps de recadrer le mandat de Radio-Canada. L'autre affaire, je ne sais pas total, si tu as vu, Phil, mais apparemment, malgré ça, les cadres dirigeants de Radio-Canada vont avoir leur bonus cette année. En 2022, ça a coûté 16 millions. OK. Ouais. Ça a coûté 16 millions. On a un extrait là, de ça. Là, on va écouter, là, mais 16 millions. I'm just curious about something. I'm going to presume no bonuses this year. I mean, the Canadian Taxpayer Federation said a Freedom of Information request showed 16 million were paid in bonuses in 2022. Can we establish that that is not happening this year? It's too early to say where we are for this year. We'll be looking at that like we do all our line items in the coming months. So there's a chance bonuses could still happen at a time when jobs are being cut? I'm not going to comment on something that hasn't been discussed at this point. C'est complètement ridicule parce que tout comme tu sais que quand tu fais un budget annuel, tu prévisionnes. Mais là, attends, tu as fait tes prévisions de bonus. Faire la séquence logique, OK, dans le futur, il va nous manquer 125 millions de dollars, donc je vais faire des coupures de 800 postes immédiatement. Mais 16 millions de dollars de bonus payables genre dans 3 semaines, ça n'a pas été discuté. C'est ça. Mais sur quelle fucking planète tu vis, madame? C'est comme incompréhensible. Puis je veux dire, ça montre comment la langue de bois autour de cette décision-là est terrible. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai quand même... Je veux pas casser du sucre sur le dos de Radio-Canada. J'écoute Radio-Canada. Je trouve qu'ils font un bon travail. C'est juste comme cette espèce d'idée que c'est quand même un diffuseur public, Phil, qui rend moins de compte qu'une entreprise cotée en bourse. C'est comme Simonac, c'est l'argent des contribuables. Tu devrais, de manière totalement transparente, avoir des états financiers trimestriels, tu sais, être redevable de tes décisions, surtout quand ça concerne cette source d'information privilégiée dans notre société à ce moment-ci. Bref, fait que je me pompe un petit peu, mais ça reste pour moi quand même une histoire abracadabrante. Puis tu sais, Mme Tate, honnêtement, elle a perdu des plumes. Je me demandais si elle n'était pas allée à la Dominique Olivier University, là, de donner des bonus au cadre de la ville en nous disant « Ah, c'est difficile, là, le budget de la ville cette année. » Même le gouvernement du Québec a fait ça. Ils se sont voté une belle augmentation de salaire. Gardez-vous une petite gêne, s'il vous plaît. Martin-Luc Archambault, un ami à toi, peut-être? Non, en fait, je le connais tout simplement parce que quand j'ai écrit un livre il y a quelques années, on l'a interviewé dans le livre. Il était à la tête à cette époque-là de AmpMe qui a levé des sous. Il est toujours à la tête de AmpMe, ce que j'en comprends, oui. Moi, je pensais que ça avait été vendu. 8 millions de dollars en 2016 et je n'ai plus jamais entendu parler de cette business-là depuis. AmpMe, dans le fond, c'était une solution qui te permettait de synchroniser différents téléphones cellulaires sur une même chanson, dans le fond, puis d'utiliser les celles de tout le monde comme un genre d'amplificateur, là, si tu veux. Fait que dans un party où tu étais 20 personnes, au lieu de investir dans un speaker Bluetooth, ben, tu pouvais utiliser les téléphones à tout le monde. Ça n'a jamais marché. En tout cas, moi, j'ai jamais connu personne qui avait utilisé ça, mais M. Archambault a été reconnu coupable. Je ne sais pas c'est quoi le processus exactement, mais par le Bureau de la concurrence, d'avoir fait de la publicité mensongère et ultimement d'avoir été un peu, pas tout à fait propre, on va dire, dans ses pratiques d'affaires. Et donc, condamné à payer 310 000 $. Bon, c'est un petit montant, on dira, mais quand même, là, au Québec,
Phil, c'est quand même un bon montant. Ouais, c'est un bon montant. Rappelons que Martin-Luc Archambault, avant AmpMe, avait lancé une autre business qui s'appelait Wajam. Je sais pas si tu as utilisé Wajam. Moi, mon expérience de Wajam, Phil, c'est tous mes oncles, mes tantes et ma mère qui avaient installé ça sans trop savoir quand, ni pourquoi, ni comment, et qui étaient incapables de le désinstaller. Et honnêtement, c'était ça, le produit. C'était un cossin qui, somehow, t'acceptait, entre deux lignes, à un moment donné d'installer. Et là, ça pompait tes données. Là, c'était avant, là, c'était pré-Facebook. Ouais. Mais c'est avec ça qu'il a fait sa fortune. Oui, mais tu te rappelles, il y avait un gros dossier qui était sorti dans, je pense que c'était dans la presse à l'époque. Puis, il y avait des sociétés écrans à Hong Kong. Écoute, en tout cas. Fait que ça pour dire que le AmpMe, le 310 000 $, c'est un peu comme la suite logique, si tu veux, là, de pratiques d'affaires un petit peu particulières de la part de cet entrepreneur-là. Les votes du 150 Lightning, qui est le camion Ford 150, qui est le véhicule électrique, double par rapport à l'an dernier. Ils ont réussi à faire de l'argent avec, par contre? Non, mais c'est pas... écoute, le monde qui focus là-dessus ne focus pas sur la bonne chose. Faire de l'argent, c'est secondaire. Non, blague à part, la plupart des grands manufacturiers sont en train de transitionner vers les voitures électriques. Puis, tu sais, on a beaucoup lu ces derniers mois là, que c'était la fin de l'auto électrique, etc. Ben là, la preuve, c'est que le pick-up de Ford a doublé en vente par rapport à l'année dernière. Puis là, on a vu, je sais pas si tu as suivi ça un petit peu ces derniers temps, mais le lancement du Cybertruck là, de Tesla. Il est là à mourir, mais je serais ravi de commencer à en voir là, en circulation dans les prochaines semaines. Mais le marché du pick-up, ça reste un marché hyper lucratif, Phil. Puis si effectivement ce marché-là... Perdre 26 000 ouais, mais c'est pas un bon calcul, Phil. Tu peux pas prendre des investissements massifs de milliards de dollars. Harley Davidson a décidé de vendre ses 2 unités électriques. Oui. C'est extrêmement compliqué de rentabiliser ça. Oui, bien sûr, mais parce que les quantités vendues sont très petites. Le jour où ils vont en vendre des millions, ça va être hyper profitable. Le problème, c'est d'étaler des coûts fixes sur des petites unités. Tu connais ça, bref. Parlons de quelques autres sujets en rafale. Phil, le Fonds de solidarité FTQ avait suspendu les contributions ponctuelles en 2019, je pense. Prétextant, en fait, qu'il y avait, entre guillemets, trop d'argent. c'est bien pour eux, mais donc, essentiellement, c'était soit tu t'abonnais à ça avec un prélèvement à toutes les payes ou rien. Et donc, la bonne nouvelle, là, c'est qu'à partir de la fin de leur exercice financier, donc au 1er juin 2024, il va être de nouveau possible de faire des contributions forfaitaires. Il faut rappeler quand même que ces contributions-là, là, soit au Fonds de solidarité FTQ ou à Fonds d'action, qui est celui de la CSN. Dans le fond, ça permet d'avoir un crédit d'impôt additionnel de 15 %. Fait que t'as ton abattement d'impôt lié, vu que c'est un REER, plus 15 %. C'est comme... C'est très payant. Je pense que tu mets 5 000 $, là, c'est le montant maximum, et ça t'en coûte comme 1 000. T'sais. Fait que c'est comme à un moment donné, c'est un peu un no-brainer pour mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Donc, bonne nouvelle. Honnêtement, je suis pas, moi, cotisant, mais puis ni particulièrement affilié à la FTQ, mais en tant que placement, moi, personnellement, j'y pense pour 2024. On a décidé à l'entreprise de mettre le fonds de retraite de l'entreprise là-dedans. C'est ça, c'est une bonne affaire. Vite, la COP 28. Tu veux-tu parler des 10 délégués de la FTQ qui sont allés là pour 150 000 $? La présidente est revenue. Elle est revenue en catimini. Les autres sont... on en a plus beaucoup entendu parler d'elle depuis, on dirait... Non. Mais les autres sont là. Elle négocie à ce qui paraît. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ah tiens, la v'là à LCN, on a des télés en studio. Elle s'explique dans son cossu appartement de je sais pas où. Là, mais bref, ça pour dire que c'est une vraie joke, honnêtement. Puis j'ai bien aimé. Là, écoute, je suis pas un grand fan de Fox News, là, mais ils ont utilisé la phrase. C'est le Super Bowl du virtue signaling. J'ai trouvé ça trop parfait. Bref, tout le monde est là pour se faire voir, pour dire comment qu'il lave plus blanc que blanc. Mais le président de la COP 28, qui est aussi le président de la compagnie pétrolière principale de Dubaï, a été cité. Là, ils ont retrouvé un extrait il y a quelques années, je pense, où il dit essentiellement qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le réchauffement climatique est causé par l'homme. Et donc, c'est ça, là, qu'il n'y a aucune preuve. Il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2. Et donc, ce segment-là est ressorti. Bref, il préside la COP 28. C'est une grosse perte d'argent, une grosse perte de temps. Plein de gens qui ont
évidemment... Où il y a un paquet de monde qui vont en jet privé. Oui, bien sûr. Mais par-delà ça, comme je dis, moi, je suis pas contre cette idée des COP, mais l'idée que ça soit à Dubaï, présidé par un président d'entreprise pétrolière, c'est un peu particulier. Puis ce que j'ai cru comprendre, là, j'écoute tous les matins le podcast là, du New York Times et tout ça, c'est qu'en fait, autour de la COP 28 actuellement, il y a plein d'entreprises pétrolières qui se sont invitées, là, genre, puis qui font des deals pour se vendre du pétrole, puis du charbon, puis tout, parce que tant qu'à avoir tout le monde du pétrole, là, on va faire des petites transactions. Champagne, caviar et pétrole. Le prix du Bitcoin, Phil, je sais pas si tu suis ça. Zéro. Non? Aucun intérêt. J'en parlais tout le temps à l'émission, puis quelqu'un qui me disait, le Jonathan Hamel, bon, on n'est pas toujours amis, mais des fois on l'est, qui me disait, bon, si t'en as pas, ferme ta gueule. Fait que bref, j'en ai maintenant. J'ai acheté pour $400 de crypto-monnaie. C'était comme une blague. J'ai acheté des Bitcoins, des Ethereum, des Solana, puis des Dogecoin. Tu sais, Dogecoin, c'est comme une crypto-monnaie de blague. Bref, j'ai mis 400$. Phil, ça vaut pas loin de $700. Puis ça fait en janvier dernier. Fait que j'ai comme presque doublé mon argent. Évidemment, Bitcoin a explosé cette semaine, notamment parce que BlackRock, qui est un gros fonds d'investissement, Fidelity, un autre, puis un gestionnaire d'actifs suisse, Pando Asset, pense créer un genre de fonds indiciel qui rendrait ça comme ce qu'on appelle en anglais un ETF, qui rendrait ça vraiment facile d'acheter des cryptos, dont le Bitcoin, puis de suivre son cours par rapport, donc beaucoup plus que ce l'est actuellement. Et donc, évidemment, tout le monde veut rentrer dans le party avant que le party commence. Écoute, je pense peut-être mettre un autre 100$. Moi, écoute, je pense à ça. Là. Je me dis que c'est peut-être pas fini. Bref, le Bitcoin a clôturé là, à presque 42 000, alors qu'il avait chuté à 16 000 US là, en fin d'année dernière. Donc, c'est quand même tout un rallye. Et voilà, donc c'était notre revue d'actualité. Bonne et moins bonne nouvelle de cette semaine. On vous retrouve très bientôt dans un nouveau segment. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Il y a des gens dans notre univers comme ça qui ont tous les talents. Philippe Richard-Bertrand. Tout leur va. Tout leur va. Écoute, même le ver forêt. Parlez-vous de moi? Un Renaissance man. Écoute, j'ai connu Jeff Lee. C'est un nom de scène, on va dire ça comme ça. Mon nom d'artiste. Jeff Lee. Je l'ai connu il y a au moins 10 ans. Il faisait déjà pas mal de shenanigans un peu partout sur la planète. Je sais, il était pas mon ami à l'époque, qu'il a déjà été dans un boys band. Bon, est-ce que c'est... ouais, tout le monde aime Éric Salvaille. Ça a mal vieilli. Ça a changé. Et donc, aujourd'hui, Jeff Lee est plusieurs choses, mais il est ici avec nous à l'émission parce qu'il est courtier immobilier, sujet dont on parle souvent. On aime bien parler. Et plus récemment, auteur. Yes. Ça, on parle moins de littérature. On a eu Pierre-Antoine Lafont-Simard qui nous a parlé de théâtre récemment. C'était très intéressant, mais de littérature, un peu moins. Parlons un petit peu d'immobilier, peut-être pour commencer, Jeff. En survol. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Mais Ouais. moi, je travaille évidemment, comme tu sais, on a déjà travaillé ensemble un peu, dans le luxe. Yes. Donc, c'est un marché qui va encore assez bien. Parce qui que résiste souvent, à la tempête. ben, c'est parce que souvent, ils ne sont pas affectés par le financement. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs internationaux ou locaux qui paye qui achètent cash. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus facile quand tu as besoin d'aller négocier un taux d'intérêt. Mais ils n'ont pas, je sais pas comment dire, tu sais, il n'y a pas des enjeux comme leur business va moins bien, ou tu sais, je veux pas te rendre. On reste très professionnel. C'est pas des questions nécessairement qu'on bosse avec eux, mais quand on a des preuves de fond, on peut aller magasiner dans la montagne. Mais fait que est-ce que tu achètes ou tu vends plus? Je te dirais que je suis un super vendeur. Quand c'est le temps de mettre la maison au marché, à la maison, au téléphone. Ouais. Évidemment, je pense que mes talents de showmanship et de commercialisation arrivent plus. On va reparler de tes talents de showman. C'est quoi la maison la plus haute que tu as vendue là, dans les 2-3 dernières années? On pose souvent cette question-là. Ouais. C'est pas à propos de l'argent. T'sais, c'est pas dire j'en ai vendu c'est une à pour ça 10 que je te millions. demande la plus haute. Je te dirais la plus haute que j'ai vendue, c'est il y a quelques jours. Un condo dans le Vieux-Port, non? Non. Non. C'était très beau, by the way. Non, j'en ai vendu une dans le Milex. C'est un quartier précis de Rosemont. Une maison d'architecte faite par là où Henri il y a Klinge. toute l'intelligence artificielle et tout ça. Exactement. Milex, à deux côtés de ça, c'est d'ailleurs ma cliente, une vendeuse qui travaillait dans un de ces complexes d'intelligence artificielle-là. La maison a
3 étages de haut avec des passerelles puis des escaliers comme ça. Et quand tu sors de ta chambre pour aller à ta salle de bain, tu es sur une passerelle qui est 40 pieds au-dessus de ton rez-de-chaussée. Ah, c'est ça que j'ai vu sur les médias sociaux, là, qu'on pouvait installer comme une pôle de pompier pour descendre. Pôle de pompier ou un sapin Noël comme au Rockefeller Center. Mais tu vois, c'est con parce que j'étais comme, c'est ma maison de rêve, je vais tellement faire du marketing avec ça va être malade. 3 jours sur le marché, c'est ça vendu. gagne. Rien à faire, ouais. dommage. T'as pas pu t'exprimer créativement. Ben, j'ai bien exprimé. Je leur ai eu le prix qu'ils voulaient. Avec le peu de dérangement que ça prenait. D'expression créative, quand même, t'es pas au bout de tes possibilités. Tu as récemment écrit un livre. J'ai écrit un livre. Je te savais beaucoup de talent, mais celui d'auteur, je t'avouerais, m'a surpris. Là, boys band, photographe, pilote de drone, toutes sortes de choses. Mais écrire un livre de bout en bout, déjà, parle-nous un petit peu de l'expérience d'écriture. C'est comment? Ben, j'approche 40 ans. Ouais. Je m'étais tout le temps dit que c'est quelque chose que je voulais faire avant 30. On était un petit peu en retard. Mais t'as écrit un roman. C'est pas Jeff Lee, Ma vie, My life. Là, je sais pas trop. C'était très important de ne pas faire ça. OK. Tu voulais écrire quelque chose de la fiction, donc. Ouais, parce que j'en consomme beaucoup personnellement. Je suis un gars qui adore écouter des séries, j'adore les plot twists, j'adore quand il y a un true crime en podcast, des choses comme ça. Fait que pour moi, de monter une histoire, de mener les gens un peu en bateau, puis là, on va tomber dedans un peu, mais de pouvoir monter une expérience puis un micro-voyage dans un livre, pour moi, c'est peut-être une évasion que je peux... Fait que le livre raconte l'histoire de Verstappen et Perez, essentiellement. Là. Écoute, j'ai pas mis de nom. Fait que pour vendre le livre un peu, c'est un roman mystère qui se passe dans le monde de la Formule 1. La Formule 1, c'est exactement. Ça. Avec un genre de champion du monde et le deuxième qui est bon, j'ai mis des noms fictifs parce que j'attends toujours la mise en demeure de la F1, by the way, which would be great for marketing. Puis ça se passe à Monaco, pendant le Grand Prix de Monaco, pendant 48 heures. Fait que pour moi, c'est un party de 48 heures qui se passe à Monaco. Beaucoup de drogue, pas tant de sexe, étonnamment. Quand tu fais trop de drogue, t'as pas de sexe. Non, ben écoute... Et un peu meurtre et mystère aussi. Là, c'est un roman mystère, mais avec un peu de funny. Je dis tout le temps que c'est un peu un genre de Guy Ritchie du roman mystère. Il y a une belle intrigue, mais des personnages très colorés, et donc, tu as choisi plutôt que de te magasiner un éditeur, tu as choisi d'éditer toi-même le livre? Ah, j'ai essayé! mais parle-nous de l'expérience un peu de faire le livre, parce qu'une fois écrit, il faut le packager. J'ai la chance d'avoir une carrière en immobilier, ce qui fait que pour moi, ça, je pouvais y aller à mon rythme. C'était un peu comme un hobby puis une expérience. Et puis d'avoir... Hey, je m'entends. Et puis d'avoir cette opportunité-là d'avoir grandi avec l'Internet, puis d'avoir été un kid de l'Internet, puis d'avoir toujours fait des stunts pour promouvoir mes projets. Pour moi, c'était comme naturel d'aller self-publish en ligne parce que tu peux faire ton propre marketing. Si tu fais quelque chose de spécial, it just goes up. Et puis les gens peuvent commander direct sur Amazon au lieu de se dire si je pense ce week-end, je vais aller chez Renaud-Bré. Puis ça marche donc? Pardon? Ça marche? J'en ai vendu une coupe à des amis, à mes parents. Mon père en a acheté 10. OK. Ben, ça commence de même, tu sais. Il essaie de les revendre à du monde en Floride, en US. Il dit, je fais un profit. Je les ai payés 18 Canadiens. Fait que t'en as vendu combien à date, mettons? Je te dirais que j'en ai vendu à peu près... J'ai pas eu les nouveaux chiffres cette semaine, mais j'étais rendu à peu près à 500. OK. Mais tu dis que t'as pas eu les nouveaux chiffres. Comment ça fonctionne? C'est Amazon qui imprime le livre? Tu veux tomber dans les... C'est une émission de business. Fait que... comment ça marche concrètement? Si tu cliques où? Moi, je veux faire ça demain matin. C'est-tu bien compliqué? Je t'encourage fortement. Comment ça fonctionne? C'est qu'Amazon a tout son service de self-publishing. OK. T'as pas inventé ça. Vraiment pas. La machine est très bien rodée. Si on regarde les auteurs qui sont publiés eux-mêmes, les fameux de ce monde, les Ryan Holiday, that kind of people, tu sais, tout le dashboard est fait pour que tu puisses uploader ton propre document, qu'on puisse faire les annotations avec ton designer and so on. Quand tu es prêt, tu reviews le produit, tu peux l'envoyer. Mais ça, c'est vraiment juste la dernière étape. C'est l'étape où tu as fini d'écrire ton livre, tu fais publish. Et puis là, ça part dans le système. Mais j'ai aussi utilisé des outils modernes pour le rédiger en amont. OK. Raconte-moi ça. Ben, je prends beaucoup de marches.
des longues marches introspectives au Parc Jarry. Et puis... Le gars, il écrit un livre sur la Formule 1 à Monaco après Faut que des ça aille marches vite. au Faut que Parc ça aille Jarry. vite. J'adore ça. J'utilise- Et donc, au Parc Jarry, J'utilise mes écouteurs et puis Ok. un app Tu qui s'appelle Google Keep. Fait que j'utilise le speech to text. OK, Et puis, toutes les idées que j'ai quand je me réveille la nuit, quand je travaille à mon bureau, quand je suis dans mon char, OK. je fais juste les rentrer en parlant Wow. dans mon téléphone. Puis après ça, quand c'est le temps, chaque matin d'écrire le livre, I sit down. Je m'assois et puis je le punch OK. dans le Puis computer. là, fait que le livre est fait. Mais là, je suis quand même intrigué. Fait que là, t'as envoyé ça. T'avais un designer de la page couverture, là, pour les gens qui nous regardent. T'avais un designer pour la page couverture. Oui. T'as trouvé un titre. T'as mis un document doc dans Amazon, là, mettons. Écoute, Puis eux, quand moi je le commande, moi je n'ai commandé 2 copies. Puis on te remercie pour ça, on a mangé du steak ce Je soir-là. me suis dit. Mais le moment que je clique Buy Now, là, puis c'est Amazon, là, ça arrive le lendemain. Là, C'est un tour de magie pour Mais moi. est-ce qu'ils les impriment à mesure ou Ils ils en ont impriment fait on demand. Amazon a un système où à chaque fois que tu passes une ouais. commande, puis ça doit être régional. Il doit y avoir des centres de Je distribution. comprends pas. tu Ils sais. l'impriment. Non, il faut quand même qu'il l'imprime, le livre. Ouais, Faut je qu'ils sais, lichent mais- le timbre, je veux dire, ils le mettent dans la boîte puis ils l'envoient. C'est ça, incroyable. hein, mais là, il est beau. En tout cas, je veux dire, tu sais, c'est de l'édition professionnelle. là. Vraiment, Ouais. vraiment. OK. Mais je pense que des fois, vous parlez de business souvent dans votre truc, Mm-hmm. votre petit show de radio. Ben, c'est justement d'utiliser les outils qui sont adéquats et qui sont bien rodés. OK. Fait que là, donc, il est sur le site de Speed of Light sur Amazon, en fait. On peut le trouver facilement, on peut le commander. T'en as vendu 500. What's next? Ben, c'est sûr qu'on va en vendre 1000, ça c'est sûr. OK. Puis après 1000, 10 000. Mais mon point, c'est comment on fait pour qu'il soit découvert. Là. Moi, je te connais, Jeff. Mais tu as je l'ai- parlé de quelque chose qui est très Ouais. intéressant tantôt au niveau du SEO. Ce genre de choses-là. L'optimisation d'engins de recherche. Ouais, OK. Quand tu commences à faire, par exemple, un peu de marketing, quand tu es featured sur des blogs, dans des émissions de radio, Ouais. tout ça reste dans l'Internet. Comme la nôtre. Comme la nôtre. Exact. Ce qui fait que, veux pas, quand les gens cherchent ton nom, ton livre sort de plus en plus vite et ainsi de suite. Parce qu'il y a une grosse game aussi que j'ai compris sur Amazon qui s'appelle les listes. Donc, la journée que j'ai lancée en vendant mes quelques copies, Ouais. ça m'a rapidement fait grimper Dans les listes. dans la liste canadienne des auteurs mystères. Les J'ai été numéro 4 pendant peut-être 15 minutes. Ok. Ça fait que ça génère des ventes juste par les gens qui Ils sont regardent. comme je cherche un livre. Je m'en vais en random, vacances, ouais. c'est qui les cool ce mois-ci Puis, qui sont sortis, and so on. Le modèle économique en arrière, c'est quoi? Tu sais, dans le sens qu'il est vendu 18$, mais à toi, là, tu sais, parce que tu sais, moi, je connais bien que j'en ai publié un livre, là, mais Ouais. avec un distributeur. Combien t'en as vendu? Moi, j'en ai vendu 2500. That's it, c'est le record à battre, c'est là que je suis rendu. I just want to do better than you, pal. Mais tu sais, du 2000, admettons que mon livre se vendait 19,99. Oui. Moi, ce qui me revenait, là, 50 cents. c'était 2$. Ouais. Ben, Parce que tu sais, t'as le distributeur, t'as l'éditeur. Tu vendais combien? 20 $20, puis il me restait 2$. 10%. Toi? ben, c'est comme quand j'ai ma Qui- paye, qui tout le monde dit en mieux? prend un peu. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment une calculatrice sur le site d'Amazon, dans la Ok. section Publishing, où tu dis à quel prix moi je veux le vendre, puis combien la royauté va te revenir. OK. Donc, sur un 18,99, paperback ouais. comme ça que tu vends 18$, il te revient environ 6$. C'est pas mal Mais différent. tu Mais fais c'est l'excédent. terrible, tu sais, parce que là, puis là, je lève mon chapeau à tous mes amis, tu sais, de l'Association nationale des éditeurs de livres, là, comme... Oh, Non, mais c'est hardcore, là. Je veux dire, tu sais, toi, tu me parles d'un truc que t'as passé par les canaux, disons, Ouais, traditionnels. traditionnel, Et ils m'ont toi, envoyé et au toi salon qui, du livre, ils m'ont envoyé, hey, j'en ai et tu fais dépensé de 10%, l'argent. là. du Mais temps. c'est un peu ça aussi, Ouais. c'est que vu que c'est plus streamline, un peu, c'est plus épuré comme processus, il y a moins de mais gens à dans ton payer. 90%, l'éditeur a fait de la publicité. Exact. Non, zéro. Oh, je veux dire, C'est ça la problème. Non, ben oui, tu sais, c'est Tu sais, ce il y qui a quand même prétend. un- C'est ce qui puis il y en prétend, a mais ça n'a pas été énorme, ouais. là. OK, je comprends. Mais il en a imprimé 2500, puis là, tu sais, lui, il l'a Puis mis t'es out of sur des print, camions. Philippe Richard-Bertrand? Je sais pas. Mais t'es as toutes vendues? Ouais, je les ai toutes vendues. Fait que moi. t'es out of print. Ben, tu sais, moi, en d'autres Mais mots. question pour toi, donc si t'en veux des nouveaux, là, Moi, je on peux appelle plus. ça deuxième édition, troisième édition, Ouais, je mais- vais sur eBay pour acheter un usager, tu comprends? Moi, si t'en veux d'autres, Ouais, on les c'est print ça, on demand. c'est ça. Fait que pour l'instant, moi, j'ai... Puis un peu comme en start-up, moi, j'appelle ça mon MVP. C'est la version 1. Mes amis sont en train de le lire, mes parents sont en train de le lire. S'il y a des trucs qui accrochent, il y a un personnage qui est toxique dans ces genres de choses-là qui peuvent arriver, ouais. je peux facilement aller faire une V2.
Ah, c'est changer le PDF, on continue à les imprimer sur demande, personne ne le sait. Fait que pour moi, ce modèle-là est très, très, très tellement agile. Tu peux avoir 3 et versions intéressant. du livre qui portent le même titre. Puis Et à la page 48, Ça, c'est la il y a un version de paragraphe moins. février. C'est Ça, c'est exact. la version de... Puis au niveau des royautés, j'ai dit 18, mais si j'avais vendu le livre 24 canadien, par Ouais. exemple, tout l'excédent irait dans mes poches. Dans le fond, tout ce que tu payes, c'est leur cost, Ah ouais. puis leur distribution, whatever. Ok. Mais à la fin, l'excédent, si je le vends 30$, je vais faire genre 18$ du livre, mais personne ne va l'acheter. Mon Dieu. Fait que c'est quoi ton espoir, là? Tu disais les nombres de ventes, etc., mais est-ce que tu souhaites être découvert par Harper Lee ou Penguin Random House puis devenir genre un super auteur? Est-ce qu'il y a un volume 2? Moi, personnellement, je suis très preneur Ben, d'un la volume 2, là. la démarche, pour être sérieux, les gars, c'était très personnel au début, dans le sens que j'ai toujours écrit, je faisais de la pub avant, maintenant de l'immobilier, j'ai toujours écrit pour vendre des produits, alors que pour une fois, le produit, c'est l'écriture. Fait que pour moi, c'était cool de faire tout le processus, au lieu d'écrire juste un statut Facebook de 16 mots, puis de faire rire mes amis, je me suis dit, est-ce que je peux prendre cette énergie-là, cet humour-là, ce ton-là, puis d'en faire une histoire qui se tient. Puis après, pouvoir plugger tous mes one-liners que je trouve drôles dans le narratif au complet. Mais pour moi, c'était vraiment un exercice de savoir c'est quoi cette courbe narrative-là, comment je peux construire cet univers-là, puis d'en faire un produit fini d'environ 40 000 mots. Maintenant, j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Et puis, évidemment, j'ai des idées pour un deuxième livre qui sera pas sur la F1. Ah non, OK. Non. Parce que tu sais qu'après Monaco, c'est l'Espagne, là, Barcelone. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup à de Barcelone, choses. Les des drogues sont meurtres, légales les là-bas. It's drogues. all good. Ouais, yeah. Et après- ça fête pas mal plus en Et Espagne après qu'en Monaco. l'Espagne, pour le troisième livre de ta Trilogie. Toi, tu veux une série, trilogie, c'est ça? C'est au Canada. Tu sais, c'est dans l'ordre là, des Grands Prix. Fait que ça serait parfait. Tu fais lander ça ici. Plateau Mont-Royal, il finit par s'acheter un condo Non. dans le Milex vendu Non. par Jeff Lee. Tu fais un petit caméo dans ton propre Ouais. livre. Jeff Lee, t'es courtier immobilier, auteur. Merci beaucoup d'avoir Ah, été déjà? avec nous à l'émission. Ça Ouais, fait plaisir. c'était le fun. Ça se fait les- On Et invite les gens. Ouais, vas-y, Ah, Phil. voilà, les- The Speed Ah, of Light. attendez. Hop, The That's Speed of it. Light sur Amazon Ouais, et, c'est- et Yes. nulle part ailleurs. Exact. En fait. Wow. Désolé. Beau modèle d'affaires en plus. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est rendu à notre segment d'entrevue. On a un entrepreneur avec nous, comme plusieurs d'entre vous sachez, excusez-moi. Savez. Savez, ouais, c'est ça. Le tofu gagne en popularité partout au Québec, OK? Même moi, là, qui n'est pas végétarien, j'en mange. J'essaie d'alterner. Même toi? Oui, même moi, Mon qui Dieu. est un carnivore total, je mange du tofu. C'est de la viande, du tofu? Oui, tout comme, c'est de la viande végétarienne. Mais pour cette entreprise-là qui s'appelle Unisoya, c'est un amour avec le tofu qui depuis 1986. C'est une entreprise familiale depuis sa fondation. C'est eux qui font ça de A à Z. C'est-tu du tofu vieilli? OK, il va tout En- nous parler en de ça. fût de là. chêne. Mais c'est une production qui est à Saint-Isidore de la Prairie en Montérégie. C'est plus de 8 millions de livres de tofu qui sont produits à chaque année par cette entreprise-là. On a Mathieu Beaulieu avec nous autres, qui est un des copropriétaires. Salut Mathieu! Bonjour les gars, ça va bien? Très bien. Hey, explique-nous donc comment que ça a débuté, là, cette aventure-là, dans le tofu pour ta famille. Ben, c'est ça. Ben, mes parents, mon père et mon oncle qui ont débuté ça, eux autres ils étaient en agriculture avant 86. Puis là, en tout cas, mon oncle avait vu un reportage à la télévision, puis il a décidé de rentrer en contact avec une personne qui faisait du tofu, puis bon an, il vendait du grain, parce qu'on produisait du grain. Puis après ça, ils ont acheté la compagnie du monsieur en 86, mais c'était vraiment artisanal. Le monsieur faisait ça dans un petit garage. Fait qu'on, mes parents ont commencé comme ça. C'était la belle, Puis là, c'était la belle époque. bon an, mais 35 ans plus tard, aujourd'hui, on est rendu avec une grosse usine de production, une quarantaine d'employés, puis, comme vous dites, 8 millions de blocs par année. Fais juste m'expliquer, là, ça se produit comment, là? Tu sais, je sais à quoi ça ressemble quand je l'ai dans mon assiette, là, mais ça se produit comment, là? Tu sais, c'est quoi le processus? C'est une feuille? C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Ben, je pense que tu C'est les nourris de petites feuilles, puis là, les petits bébés tofu, ils mangent, puis là, à un moment donné, t'es coupes en carré. Non, mais c'est quoi le processus, Mathieu? Ben, tout commence avec l'agriculture. Nous, on a fait de la production agricole, fait qu'on produit du soya. Le soya, c'est une plante qui va donner une fève,
une fève qui va ressembler un peu à une fève de pois pour faire de la soupe au pois, là, qui est sec comme ça. OK. Ça, c'est la matière première on va utiliser. Après ça, il y a un procédé de trempage, de broyage pour fabriquer un lait de soya avec une cuisson, ces choses-là. Là, on va produire un lait de soya, puis à partir du lait de soya, c'est là qu'on va fabriquer notre tofu. Après ça tombe un peu le même principe qu'un fromage. On va faire coaguler, on va presser, on va emballer. Fait que c'est toutes ces étapes-là dans notre cycle de production. Puis est-ce que c'est une production qui est compliquée, tu sais, dans le sens que c'est-tu simple à faire ou ça prend vraiment là, une expertise, outre la partie agricole, là, je te parle de la partie plus en usine? Non, mais ça reste assez simple pareil. C'est sûr que c'est un procédé de fabrication qui demande des temps, des températures X pour avoir une bonne coagulation. Pour aller chercher le maximum de protéines dans la fève de soya, il faut cuire à des températures constantes. Fait que c'est ça qu'on a amélioré au fil des années, c'est d'automatiser ces parties-là de cuisson pour être le plus uniforme possible, pour aller chercher les meilleurs rendements possibles avec la partie de notre matière première, pour être capable de faire le plus de tofu possible avec une livre de soya. Puis aujourd'hui, sinon, ça reste quand même assez smooth. Puis quand vous vendez ça, là, vous fonctionnez comment? Là? Est-ce que vous avez votre marque de soya, de tofu, je veux dire, ou c'est vendu puis transformé ailleurs? On prend vraiment de la matière première du soya, puis on vend le paquet qui est vendu au IGA, mettons les chaînes, les IGA, Métro, Costco. Nous, on fait même la distribution. On va juste livrer des entrepôts des grandes bannières. On entend beaucoup parler, évidemment, de différentes saveurs là, de tofu. Il y a du tofu dessert, il y a du tofu aux herbes, il y a du tofu biologique. C'est quoi? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans ce secteur-là en matière de goût? Est-ce que tu as vu ça évoluer depuis au cours des dernières années, des dernières décennies? On a développé quelques produits avec des saveurs, des tofu marinés qu'on appelle. Mais il reste que 75% de la business reste du tofu nature ou du nature biologique. Le tofu, c'est un aliment qui n'a pas beaucoup de goût, fait que ça va vraiment s'adapter à tous les autres produits qu'on va mettre dans notre recette. Fait que ça vient un aliment complémentaire qui va rehausser le taux en protéines, ces choses-là. Mais le monde le cuisine beaucoup le nature, puis il l'adapte beaucoup à leurs recettes qu'ils vont faire. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux produits. Parce que, mettons, tu fais un tofu avec un gros épice, mais bien souvent, qui va goûter beaucoup, mais bien souvent, le monde va le faire dans leurs recettes. Fait que tant qu'à acheter un tofu déjà avec des saveurs, mais ils le mettent déjà dans leurs recettes. Moi, je dois vous avouer, je vais vous faire une confidence. Là. Je sors du garde-robe ce soir. Souvent, je fais des recettes, OK? Je fais de la sauce à spag avec du tofu, puis je le dis pas à mes gars. Puis jamais, Quel okay, père indigne. Jamais, ils m'ont dit « Hey, Dad, c'est pas de la viande. » Quelqu'un appelle la police. Hey, non, c'est ça. Ben, tu mélanges les deux, personne ne voit rien. Une autre question. Entreprise familiale, ça doit pas être simple. Sur une ferme, là, déjà, c'est comment, là? Gérer ça en famille? C'est sûr que c'est pas évident. Ça, là, c'est défi. Nous autres, là, c'est ça, mon père puis mon oncle, quand on a commencé en 86, nous autres, moi, mon frère puis mon cousin, on a racheté nos peurs. Fait que là, vraiment, là, on est rendu la deuxième génération. Ben, c'est sûr que ça va bien parce qu'on a chacun notre département. Fait qu'on on gère nos affaires. Puis, ben, on a une belle communication, les trois ensemble. Fait que la relation est bonne, ça va bien. Fait que chacun a son rôle. Puis, on s'entend bien. Puis les prochaines étapes de la business, comment tu fais pour... C'est-tu de faire 16 millions de tofu ou c'est quoi là, les objectifs de l'entreprise? C'est sûr que là, à court terme, on voit que le Québec, je dirais pas qu'il est saturé, mais à m'amener, il n'y a pas plus de population, puis on cherche à grossir. Fait que d'autres, on cherche peut-être à aller un petit peu vers soit l'Ontario ou le nord-est des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Mais on veut rester prudent parce que l'exportation aux États-Unis, ça peut être bon comme ça peut être dangereux parce que vu que ils ont tellement une grosse population que on veut pas tout envoyer notre production aux États-Unis, on veut garder notre marché au Québec. Fait que c'est sûr qu'on vise un peu, mais on va y aller tranquillement, graduellement pour avoir une belle courbe de croissance pour pas
on veut pas exploser trop vite. Là. Tu sais, on aime notre croissance, comment ça va. Aussi, on a dans nos têtes, en tout cas, moi, j'ai comme l'impression que quand tu travailles dans une ferme, là, tu commences genre au coq le matin, là, à 3 h du matin. Tu finis. C'est encore de même ou c'est juste des films? On l'a vécu longtemps. Là. Je dirais, en 2020, on a fait un investissement dans un nouveau bâtiment. On a comme triplé notre grandeur de superficie pour faire de la production. On a rajouté une deuxième ligne de production. On s'est bâti une qualité de vie un peu, nous autres, puis les employés aussi, qu'on a amélioré les conditions de travail. T'sais, on est rendu dans un environnement climatisé, c'est grand, c'est lumineux, il y a de l'espace, on a isolé le bruit. C'est sûr qu'avant ça, oui, on faisait du 6 à 6, 6-7 jours par semaine. Quand on arrivait dans les grosses périodes en janvier, février, mars, là, c'est des grosses périodes de l'année, c'était 7 jours semaine, de 6 heures, de 6 à 6. Fait que là, à m'amener au était tanné, fait qu'on a décidé d'investir pour se donner une qualité de vie surtout. Tu parles de qualité de vie, tu parles d'employés. C'est-tu dur de recruter dans ce secteur d'activité-là? On entend partout là, qu'il y a des besoins criants, mais en agriculture, c'est difficile de trouver des travailleurs qui veulent... Parce que c'est un travail qui doit être quand même dur, difficile, non? Bien, où est-ce qu'on fabrique le tofu, c'est plus une manufacture de tofu, ces choses-là. Nous autres, mon frère, mon cousin, on a comme les terres, c'est une autre compagnie. Mais côté, dans l'entreprise, chez Unisoya, oui, c'est assez dur de trouver parce que c'est de la job journalière. Des fois, c'est routinier, ça peut être routinier. Mais on vient à bout de garder notre monde. Actuellement, on a tout notre monde, on est chanceux. Là, fait que là-dessus, ça va quand même bien. Je te dirais que là, quand on a déménagé dans la nouvelle bâtisse, nouvelle usine, là, on a eu un an qu'on a eu de la difficulté à trouver du monde, à garder le monde. Il y a beaucoup de monde qui viennent, ils essayent, ils repartent. Fait que là, à un moment donné, c'est de trouver une stabilité là-dedans, là, mais actuellement, on est chanceux, là, ça va bien. Est-ce que tu penses que le ralentissement économique ou le genre de récession-ish là, qu'on s'apprête à vivre, est-ce que ça a un impact? Est-ce que le tofu, c'est un bien de luxe ou c'est un bien plus de refuge? Non, mais ça reste pareil, le tofu. On espère que non, ça ne touchera pas trop notre secteur, le tofu. On entend parler certaines lignes de produits que ça commence à être difficile, des produits de luxe. Là. Le monde coupe un peu là-dessus pour les alimentations. Mais je suis un peu d'accord avec ce que mon partenaire Francis disait. Ça va peut-être devenir une valeur refuge. Tu sais, avec le prix du steak, le prix de bain, tu sais, le steak est rendu, bon c'est steak fou. de tofu. Je suis d'accord, c'est pas la même affaire. Mais admettons que tu fais une sauce à spag, de mettre du tofu ou de la viande hachée ou de la viande hachée. Absolument. Moi, écoute, je blague pas là, avec ma blonde. On n'est pas obsédé, mais on essaie de manger moins de viande là, sans être végétarien. Puis honnêtement, le tofu, c'est comme go-to. Là. Moi, à chaque semaine, on a au moins 2 recettes là, qui sont là-dessus. Mais c'est méconnu, malgré que, tu sais, puis c'est le fun, je suis content de qu'on c'est un peu associé, puis je veux dire, je suis pas, c'est pas moi qui dis ça, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu associé, genre grano, tu sais, tree hugger, tu sais, un peu... c'est les préjugés qu'on a combattus dans les 15 dernières années, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la génération, là, moi j'ai 40 ans, on est élevé là-dedans. Comme je dis tout le temps, le monde, il mange du bœuf, il mange du porc, il mange du poisson, il mange du tofu. C'est une alimentation variée. La génération, je dirais mes parents qui ont peut-être 70 ans, eux autres qui ont été élevés, c'était du steak, des patates, puis c'était ça. Aujourd'hui, le monde, je pense que l'alimentation est plus variée, fait que ça nous donne une chance, puis on essaie que le tofu soit pas juste associé aux végétariens ou aux véganes, que ça soit une alimentation pour tout le monde. Tofu, tellement de remplacement pour la viande. Tofu, blé d'Inde, patate. Oui, c'est ça. Ça va être la nouvelle affaire. Dans la petite vie version 2023. Hey, mais Mathieu, c'est super intéressant. Si, admettons, les auditeurs veulent savoir, c'est quoi la marque en épicerie là, qui vous appartient à vous? Unisoya. Ah, c'est Unisoya, c'est Unisoya. Ah, si on achète du Unisoya, on sait que c'est fait dans la région de la Montérégie de Montréal, la grande région, pas loin de Châteauguay que tu me disais tantôt. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Apprends pas ça pour du cash, c'est vraiment intéressant. Puis bonne chance, entreprise familiale en croissance, on aime ça entendre ça. Ben, ça fait plaisir, merci beaucoup à vous. Ne ratez plus rien.
Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.